Très bien, bonjour tout le monde. Il y a encore quelques personnes que je vois arriver, mais on va démarrer ce webinaire sur comment identifier les contraintes en production et en projet, qui est une suite de nos webinaires quasi hebdomadaires que nous tenons depuis quelques mois maintenant, autour de la théorie de contraintes et d'autres sujets. L'ordre du jour est très simple, une brève introduction, ensuite on va se plonger dans des exemples, et après ces exemples, les lessons learned, qu'est-ce qu'on peut retenir du genre d'erreurs qu'on fait quand on cherche à identifier ces contraintes de capacité, et une rapide conclusion. L'organisation du webinaire, elle est standard pour ceux qui connaissent ceux de Maris Consulting. On va faire 60 minutes de monologue de ma part, et ensuite une séance de questions-réponses de 30 minutes. En fin de compte, nous sommes là deux, c'est moi qui vous parle, Philippe Maris, et j'ai un copilote, Julie, aujourd'hui, qui vous écoute, mais surtout qui vous lit, c'est-à-dire que vous avez l'option dans le contrôle de ce webinaire de taper du texte. Moi je ne le vois pas, mais Julie le lit, et donc si vous avez soit des questions techniques du genre je n'entends pas ou j'ai un problème technique, n'hésitez pas à lui en faire part, mais aussi poser des questions sur le fond, car ce qu'elle va faire, c'est digérer les différentes questions qui apparaissent au fur et à mesure de mon discours, pour ensuite m'aider à animer la partie questions-réponses des 30 minutes, en fonction des questions les plus fréquentes, etc. Donc voilà, vous avez une copie de toute la présentation disponible à la fin de ce webinaire, et aussi disponible sur le site de Maris Consulting. Donc je me présente, Philippe Maris, le fondateur et directeur général de Maris Consulting, basé à Paris en France. Je salue au passage les quelques Québécois dans ce matin qui nous regardent ou qui m'écoutent. J'ai commencé ma carrière, j'ai fêté avant-hier mon 60e anniversaire, je me sens un peu vieux. J'ai commencé à appliquer le Lean en début de carrière en 1984 dans une usine de tubes sans soudure dans le nord de la France. Et de fil en aiguille, cette chose-là, le Lean, ne m'a jamais quitté, et une de mes passions, c'est d'adapter les idées de Toyota à toute typologie industrielle, que ce soit de la petite série, du fast-food ou je ne sais quoi. Donc aujourd'hui, on va parler théorie des contraintes, mais sachez qu'une des particularités peut-être de moi-même et de notre société, c'est qu'on adore ces deux choses, et c'est souvent à travers le cocktail, le mélange de ces deux choses, qu'on arrive à des résultats étonnants. Donc effectivement, j'ai découvert la théorie des contraintes en 1986, il y a longtemps. Je suis considéré expert de la théorie des contraintes, peut-être parce que j'ai commencé beaucoup plus tôt que les autres, et les autres ont pris leur retraite ou sont décédés, donc voilà, je me retrouve avec le label d'expert sur le sujet. J'ai travaillé avec Eli Goldratt, qui est donc le fondateur de l'approche théorie des contraintes, auteur du but, etc. On met en œuvre les idées de la théorie des contraintes, mais en général associées à autre chose, pour moi depuis longtemps, et on garde un compte du nombre de mises en œuvre, et on en est à 260 là, actuellement 269 je pense. Voilà, donc on va se concentrer sur la théorie des contraintes, mais sachez qu'on pense que la richesse d'une approche d'amélioration continue, d'excellence opérationnelle dans toute entreprise, elle devrait se faire de manière plurielle, en allant picorer, tester, essayer des choses à droite et à gauche, plutôt que de rester dans une secte particulière. Je suis l'auteur d'un livre très ennuyeux, 2 aspirines par page, le management par les contraintes, qui se vend encore très bien, malgré ses plus de 25 ans. Le pitch du livre est très simple. Si vous avez aimé le but, qui est la forme d'un roman, voilà l'ennuyeux textbook sur comment on met en œuvre. Je suis anglais, même s'il paraît que ça ne s'entend pas trop, mais pire, je suis européen anglais, donc c'est un peu compliqué ça. Voilà. Et donc en tant que consultant, bien sûr par principe de précaution,
vous devez considérer que tout ce que je vais vous raconter, c'est soit des exagérations ou des mensonges. La société Maris Consulting a 15 ans et quelques semaines. La devise de la société des usines, des hommes et des résultats, excusez-moi mesdames, c'est les terriens. Donc, avec une douzaine de consultants, on fait beaucoup de conférences sur ce sujet-ci, le lean, le management de projet, etc. Et j'insiste là-dessus, non, je pense qu'on a une réputation d'être assez atypique dans le monde du conseil par l'ampleur et la générosité du contenu qu'on met à disposition gratuitement. Donc on en est à plus de 300 vidéos sur notre chaîne YouTube. Vous verrez plein de présentations, de points de vue et autres à droite et à gauche. Donc j'espère vous intéresser sur le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Mais par le format de 60 minutes, ça laissera pas mal de questions. Mais j'espère que vous trouverez la réponse à vos questions dans tout le reste du contenu qu'on met à disposition. Voilà donc le genre de client qu'on aide. C'est un peu trompeur quand on voit ça parce que vous avez là les entreprises les plus connues. En réalité, il y a au moins 4 fois ce genre de volume en termes de PME et de TI, mais moins connus. Donc on a là juste les quelques grands noms. Historiquement, notre activité était moitié en France, moitié à l'étranger. Pour nous, un des impacts du Covid, aller en prestations virtuelles, etc., c'est qu'on est à plus de 90% d'intervention en dehors de la France aujourd'hui, un peu partout dans le monde, et sur tous les sujets, que ce soit, comme vous voyez là, de la restauration rapide, de la fabrication de fusées, d'avions, de trains, de voitures, de sacs à main, de plein de choses, de boîtes en carton. Bref, dès qu'il y a un objet physique, ça nous intéresse et ça nous concerne. Brièvement, c'est quoi la théorie des contraintes? En général, le parcours vers la théorie des contraintes commence avec la lecture du livre Le But. Livre étonnant puisque vieux, écrit en 84, donc avant Internet, avant la Chine, avant plein de choses. Et pourtant, il se lit avec une extraordinaire fraîcheur il continue à se lire et se vendre partout dans le monde, dans aujourd'hui 32 différentes langues, 7 millions, presque 8 millions d'exemplaires vendus. Voilà, la théorie des contraintes, elle est pour beaucoup façonnée par l'existence de ce livre, lu par des gens dans les usines, mais aussi lu par des dentistes, lu par des gens avec des organisations très différentes, parce que c'est vrai que si on prend le recul, c'est un livre systémique, générique, etc., qui parle de concepts qui vont au-delà de l'usine. Mais c'est l'histoire, le roman de comment sauver une usine en découvrant la théorie des contraintes. Alors, c'est quoi en une demi-page la théorie des contraintes? L'idée, c'est que nous ne pouvons plus distribuer le travail équitablement à travers une organisation et que donc la cérémonie du budget annuel est devenue une farce dangereuse, c'est-à-dire que quand on finit ce budget, on signe et on prétend que on a distribué le travail correctement dans toute l'organisation, qu'il y a 14 personnes aux achats parce que 18 ce serait trop et 12 ce serait pas assez. Dans l'atelier mécanique, il y en a 37 parce que 40 ce serait trop, etc. Et on prétend qu'on a distribué le travail équitablement dans les 12 mois qui viennent. Et de ce fait, on peut supposer que puisqu'il y a juste les bonnes capacités partout, tout le monde doit travailler tout le temps, et la somme des optimums locaux égale l'optimum global. Bref, qui que ce soit que je vois à la machine à café, c'est un problème. La théorie des contraintes part de l'idée que c'est impossible de faire ça parfaitement, et c'est même de plus en plus difficile de le faire un peu correctement, au fur et à mesure que, d'un côté, le monde devient de plus en plus incertain, imprévisible, VUCA, etc. Et je disais ça avant les événements actuels. Donc on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on va faire dans les 12 mois qui viennent, quel produit va être commandé, le haut de gamme, le bas de gamme, quelle quantité, et ainsi de suite, quelle technologie. Et pourtant, pour mettre ça en place, pour mettre en place les capacités et les capacités pour pouvoir exécuter ce besoin, les inerties ont à peine changé ces 50 dernières années. Le temps qu'il faut pour acheter une machine et l'installer, recruter quelqu'un et les former, n'a pas été tout à fait transformé. Donc on a pas mal d'inertie et on a un besoin incertain. Le résultat, c'est qu'on n'arrive plus du tout
à distribuer le travail équitablement. Si on a cette situation, il y a quelque chose dans le système qui a tiré la courte paille, qui a plus de charge de travail que les autres, et c'est donc la contrainte de capacité du système, c'est elle qui va déterminer la performance de l'ensemble du système, qu'on le veuille ou non. C'est la contrainte et c'est ça qu'on va chercher aujourd'hui pendant 1 heure. Et aussi de ce fait, cette contrainte est entourée de très nombreuses, 80-90%, le reste de l'organisation non contrainte, non goulot, ce qui veut dire que toutes ces parties de l'entreprise ont des excédents de capacité par rapport au goulot, et donc il faudra apprendre à les utiliser intelligemment et surtout pas les suractiver en leur demandant de travailler tout le temps selon leur capacité. Et donc elles doivent se synchroniser aux besoins de la contrainte dans le système et donc apprendre à arrêter de travailler. Donc on a une vue duale. Désormais on ne peut plus adresser un sujet sans se poser la question d'abord est-ce que je parle d'une contrainte ou d'une non-contrainte, parce que c'est presque, les objectifs sont presque les inverses entre ces deux types de ressources. Okay, donc voilà, si vous mesurez de vos TRS ou d'une autre manière le taux d'utilisation de vos ressources à travers tout votre système, vous allez pousser les gens à l'erreur en leur demandant de percer des trous qui servent à rien, etc. Voilà. Et donc une de ces phrases de Eli Goldratt en bas, la somme des optimums locaux n'est pas égale à l'optimum global. C'est pas parce que tout le monde travaille tout le temps que c'est la meilleure performance, au contraire. Okay, donc il faudra se focaliser sur la contrainte et c'est ce qu'on va faire ici déjà en la trouvant. 5 étapes de mise en œuvre de la théorie des contraintes, les 5 focusing steps en anglais, sont simples de prime abord, un peu plus subtiles quand on les pratique depuis longtemps. Et la première chose, c'est identifier la contrainte du système, et c'est le but de ce séminaire aujourd'hui. Une fois qu'on l'a identifié, il faut l'exploiter au mieux. L'étape 2 et l'étape 4 se ressemblent, exploiter, élever. Exploiter, c'est ce qu'on peut faire tout de suite, sans dépenser de l'argent, sans perdre de temps. Et regarder les autres webinaires, quand on parle de ce genre de choses, ce qui est impressionnant, c'est qu'on arrive toujours à sortir au moins 20% immédiatement de plus de cette contrainte, parce qu'on a juste concentré tous les efforts sur celle-ci. Et souvent, on fait plus 50%, plus 100%, plus 200% dans cette étape d'exploiter. La troisième étape, c'est subordonner, c'est s'assurer que tous les non-goulots travaillent seulement selon le besoin du goulot. C'est probablement une des étapes les plus difficiles finalement, parce que il faut apprendre à arrêter de travailler intelligemment. Et quand les gens arrêtent de travailler, arrêtent de percer des trous, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens? C'est un des points clés de la mise en œuvre réussie de la théorie des contraintes, c'est apprendre à gérer l'inactivité des non-contraintes. On poursuit, on arrive à élever. Là, on a enfin le droit de sortir le chéquier et d'acheter des jolis jouets. Et puis, si on fait ça, on dégoulotte. Le goulot produit de plus en plus. Et à un moment donné, la contrainte, quelque part dans le système, va apparaître ailleurs. Il faut donc trouver là où est passé le goulot. Et on recommence avec le nouveau goulot. Et on répète le processus. Voilà la version très courte et rapide. Si cet aspect-là des choses vous intéresse, c'est pour ça qu'il est écrit en bas à droite ou choisir la meilleure contrainte, parce que pour nous, ultimement, la vraie théorie des contraintes, c'est de se poser la question de quelle est la moins mauvaise contrainte dans mon système, et pas de faire de la chasse au goulot permanente. Alors, pourquoi nous avons choisi de faire ce webinaire? C'est parce que il y a longtemps, parce que je fais ça depuis longtemps, en général, quand les gens voulaient faire la théorie des contraintes, ils venaient me voir en disant voici le goulot, on veut mettre en place la théorie des contraintes, et ils avaient raison. Ils avaient bien identifié leurs contraintes de capacité. Ces 10 dernières années, c'est beaucoup moins vrai. On a même fait, nous, un échantillon sur les 15 dernières années des missions de Maris Consulting, et on s'est rendu compte que entre 75 et 80% de nos clients s'étaient trompés initialement sur où étaient leurs contraintes de capacité avant de commencer. Okay, et donc, pour moi, l'objectif que je me fixe pour ce webinaire d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vous aider à ne pas faire ces erreurs et bien trouver la vraie contrainte de capacité, parce que 8 fois sur 10, les gens se trompent. Donc, prenons quelques exemples. On en avait bien sûr, on avait l'embarras du choix.
J'ai pris ceux-ci parce qu'ils sont symptomatiques, ils sont révélateurs de toute une famille de types d'erreurs qu'on trouve. Un des plus évidents, c'est ici un grand groupe industriel mondial qui, fabricant d'acier, veut faire de la théorie des contraintes et explique que la contrainte de capacité de sa très grosse usine de 3000 personnes, c'est son laminoir. Effectivement, l'outil le plus impressionnant, le plus coûteux, le plus complexe, le cœur de métier de cette usine-ci. Mais très rapidement, en regardant ce qui se passait dans l'usine, on a pu identifier que ce n'était pas du tout cette ressource qui était la contrainte de capacité, quand finalement c'était les 6 fours de traitement thermique, les ennuyeux fours. Juste pour souligner des cas comme ça, c'est méfiez-vous si vous pensez que votre plus belle, plus chère des machines est le goulot, c'est peut-être là où il devrait être, mais c'est pas encore nécessairement là où il est. Un autre cas qui est détaillé dans de très nombreuses vidéos à droite et à gauche, c'est une usine dans l'aéronautique qui fabrique des flight control systems, qui permet de contrôler les flaps pour monter, descendre, aller à bâbord et tribord. On visite l'usine, ils sont déjà conscients de la théorie des contraintes et ils considèrent que les 5 machines les plus chères qu'ils ont dans leur usine, des machines d'usinage sophistiquées, sont les contraintes de capacité. Pourtant, un diagnostic qui a duré, mon Dieu, à peine 2 heures, sur le terrain, en se promenant dans l'usine, on tombe tout de suite sur un monceau d'encours impressionnant, qui est la photo en bas à droite. Un rapide calcul montre que là, on a 35% des encours, de l'ensemble des encours de la société, en plus en pleine vue. Et c'était ça clairement qui était la contrainte de capacité du système. Le contrôle qualité était la contrainte de capacité de l'ensemble de cette usine, donc les 15 personnes qui travaillaient au contrôle sur les 400. On a mis ce cas-là parce que, je le redirai 2 fois pour essayer de faire passer le message, parce que c'est effrayant, le nombre de fois où le contrôle qualité est le goulot. Je dis à la fin, c'est plus de la moitié des cas. On a lancé 5 projets ces 4 dernières semaines, 5 différents projets industriels, 5 sur 5 ont le contrôle qualité en contrainte de capacité. C'est très bizarre, c'est le pire endroit du monde d'avoir une contrainte de capacité, et c'est incroyable à quel point, quel que soit le métier, aéronautique, pharmaceutique, agroalimentaire, etc., contrôle qualité. C'est pour ça que j'ai mis ce cas-là, et je me permettrai de le répéter plusieurs fois d'ici la fin du webinaire, parce que voilà, c'est effrayant, c'est le pire endroit, et c'est très fréquent. Okay, une des raisons, mais c'est seulement une des raisons pour lesquelles on peut arriver à cela, c'est que le contrôle qualité en général n'est pas modélisé dans vos systèmes de gestion comme une ressource de production avec une charge et une capacité, donc il n'y a pas de contrôle quantitatif de ce qui se passe là-bas, et donc on ne le voit même pas. Donc les gens dans cet exemple-là, ils se mettaient devant SAP, ils regardaient les chiffres qu'ils avaient, les tableaux qu'ils avaient de leurs ressources, là, les 5 machines, mais le goulot n'était même pas dans SAP, en tout cas pas modélisé en tant que charge. Voilà, et ça c'est un autre cas. J'ai pris celui-là parce que c'est le contrôle qualité et ça arrive très souvent. Changement de secteur, donc en développement pharmaceutique pour le monde animal. Une des pépites françaises qui gagne à peu près une place par an au niveau du classement mondial et en pleine forme, excellente capacité de développement de blockbuster, etc. Donc dans le département de recherche et développement, 280 personnes. On met en place l'approche management de projet par la chaîne critique, donc la partie gestion de projet de la théorie des contraintes. Et donc il fallait trouver la contrainte, on visite. Pour eux, il était évident que la contrainte de capacité, c'était le petit groupe de 19 chercheurs les plus qualifiés qui découvraient toutes ces nouvelles molécules, ces nouveaux médicaments. Et donc quand on fait le diagnostic, on fait la visite, ne les perturbez pas, ils sont en train de réfléchir, c'est eux le goulot, il faut vraiment qu'on arrive à faire en sorte qu'ils produisent de plus en plus, et ainsi de suite. Lors de la mise en œuvre, très vite, on s'est rendu compte, en regardant en fin de compte la file d'attente des différents, où étaient bloqués les projets, que la dernière opération de développement, le département industrialisation,
était la contrainte de capacité. Et c'était parce que, quelques années auparavant, ils avaient pris une décision stratégique de faire en sorte qu'une partie des productions futures serait externalisée auprès de différents partenaires de par le monde. C'est une entreprise française. Et ils ont donc commencé à faire produire leurs produits au Brésil, en Égypte, en Chine, etc. Ils avaient estimé l'accroissement de charge sur le département industrialisation, mais ils s'étaient complètement trompés. Car effectivement, s'occuper d'une usine brésilienne qui est loin, à plusieurs heures d'avion, où le français n'est pas parlé par tout le monde, etc., ça prend plutôt 5 fois ou 10 fois plus de temps que de le donner à ses collègues qui travaillent chez soi, de l'autre côté de la rue, dans l'usine d'en face. Voilà, donc de ce fait, les 9 personnes là avaient été goulot. C'était aussi goulot, ça arrive assez souvent parce que le responsable était un fidèle de l'entreprise, diligent, calme, pas le genre à se plaindre. Et donc quand on va le voir, on dit mais qu'est-ce qui se passe là? Vous avez 52 projets en attente. Oui, je sais, je l'ai dit à mon responsable, c'est vrai qu'on a beaucoup de travail, on a du mal, et j'ai demandé si on pouvait augmenter nos effectifs, mais bref. Il manquait la vue globale, c'est à ça qui était en train de les tuer, et c'était tout à fait regrettable bien sûr, parce que les produits bloqués là n'étaient pas produits, s'ils n'étaient pas produits, ils n'étaient pas vendus, les délais des brevets avant qu'ils se soient génériqués étaient en train de courir, et voilà, c'était absurde, et on n'exploitait pas correctement donc le jus de cerveau des 19 chercheurs qui sortaient blockbuster après blockbuster. Voilà. Celle-ci, je le mets, je sais pas, j'hésite parfois à la mettre parce que ça a été un peu plus compliqué de la trouver justement. Donc moi, en général, c'est très facile. Ceci est le cas le plus compliqué que j'ai connu en 260 analyses. C'est une entreprise, un vieux client. On revenait d'ailleurs dans cette usine après 10 ans d'une mise en œuvre de théorie des contraintes. Ils avaient connu une baisse d'activité importante de l'ordre de 50% par rapport à avant. Donc ils avaient une charge très faible et pourtant ils avaient des problèmes pour livrer à l'heure et ils n'arrivaient pas à trouver la contrainte, où était passée la contrainte. Ce qui s'était passé, c'est donc qu'il y avait une baisse structurelle de la demande, ils avaient réadapté les effectifs, les journées d'ouverture, etc. Et ils avaient estimé quelle était la nouvelle façon de travailler avec le nouveau niveau de charge. En faisant ce calcul, ils n'avaient pas remarqué que effectivement, les volumes en tonnes d'acier avaient baissé de 50%, mais les tonnes qui restaient nécessitaient tous beaucoup plus de contrôle qualité que par le passé. Il y avait beaucoup plus d'heures et de spécifications, etc., sur la qualité des nouvelles tôles que par le passé. Et donc, quand ils avaient estimé le nombre de contrôleurs qualité qui contrôlaient l'état de surface des tôles, avec la machine que vous voyez là, genre un détecteur de métal, mais qui regarde en fin de compte s'il y a des aspérités et autres défauts de surface sur les tôles, c'est des très grosses tôles. Là, ils font 40 mètres de long, là, je ne sais pas si ça se voit, là il y a une personne là, tout à fait là, en train de faire le macho sur une tôle à 400 degrés. Ces personnes se promenaient dans l'usine et allaient contrôler la tôle là où elle était. Et donc j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fin de compte ce n'était pas un endroit dans SAP, c'était dans une trentaine de différentes files d'attente, et ces équipes-là se promenaient et allaient contrôler la tôle là où elle était, et elles pouvaient contrôler de nombreuses étapes de production, et donc ça a été un peu plus difficile. Voilà, je répète, j'hésite à mettre celui-là parce que c'est vrai que c'est un cas un peu tordu, mais ça a été pour moi le cas le plus difficile, parce que ça m'a pris au moins 2 jours. À la fin de la deuxième journée, je me rappelle bien, je me dis, mais je trouve pas, il y a les files d'attente, il y en a un peu partout, mais il n'y a rien qui saute aux yeux. Et c'était pour ça. Elle était bien là, mais il fallait, en fin de compte, se reposer la question. Dans ce cas-là, pour votre information, parce que parfois ça complète ce que je vais vous présenter comme méthode standard de trouver, c'est toujours aller voir sur le terrain. Et moi, j'ai demandé aux personnes, à la fin, qui chargeaient les camions, en général, quelles étaient les personnes qu'ils appelaient leurs collègues, qu'ils appelaient le plus souvent pour aller chasser la tôle qui manque pour le camion. Et c'est là ils m'ont dit, ah bah c'est mes collègues du contrôle qualité. C'est comme ça qu'on l'a trouvé. Ok. Un autre cas, cette fois-ci entreprise médicale, Medical Devices, en France. Le portefeuille, le sujet traité, c'était toutes les démarches d'amélioration mélangeant développement produit, mise à conformité selon la réglementation, etc. Tous les changements importants de l'entreprise. Et en regardant ce portefeuille d'activités, ils se sont dit que le goulot était pour eux évident
tout le monde était d'accord, c'était l'approbation, c'était les signatures, les validations de tout ce qu'ils étaient en train de faire. Donc on a commencé comme ça parce qu'on ne voyait pas très bien ce que ça pouvait être d'autre. Et on a analysé la consommation des tampons de la chaîne critique. Donc on ne va pas décrire ce que c'est la chaîne critique, mais grosso modo, on cherchait les retards, ce qui avait bloqué les projets d'amélioration. Et on identifiait les causes. Cette cause est assez rapidement venue en fin de compte des opérations et pas de la partie protocolaire, validation et ainsi de suite. C'était des ressources opérationnelles qui avaient été déchirées entre faire tourner l'usine et participer à ces démarches. Okay. Donc pourquoi est-ce qu'on a mis ce cas-là? Parce que c'est un cas où les gens confondent un irritant, quelque chose dont on parle souvent dans les réunions, etc. Ah, on est encore en retard pour l'approbation de ceci, etc. Donc ça génère de la frustration, ça fait du bruit. C'est pas pour autant que c'est nécessairement une contrainte de capacité. C'est un problème, bien sûr. Et ça s'est amélioré, mais ça demeure un vrai défi de faire ces choses-là rapidement. Mais ce n'était pas une contrainte de capacité. Voilà les quelques cas. Et si vous voulez en voir d'autres, il y en a plein. On a fait il y a un peu plus d'un mois de cela une présentation avec 15 cas de Maris Consulting. Donc si vous voulez d'autres cas, parce que vous ne vous retrouvez pas dans ce que je viens de présenter, vous verrez qu'il y en a beaucoup à droite et à gauche dans nos vidéos sur notre site internet. Alors, les lessons learned, qu'est-ce que nous on retient de tout ça pour savoir quelles sont les règles à suivre ou les idées à avoir en tête quand on cherche sa contrainte ou cherche à confirmer qu'on a identifié la bonne contrainte. Une d'entre elles, c'est qu'il ne faut pas confondre un problème et une contrainte de capacité. On vient d'en avoir un cas, mais je pourrais vous en donner 50 autres, où ils utilisent le mot goulot, mais en fin de compte, c'est juste un problème important peut-être, sujet de conversation dans presque toutes les réunions, et ainsi de suite, mais pas une contrainte de capacité. Okay. Donc méfiez-vous, c'est pas parce que c'est quelque chose qui dysfonctionne régulièrement et qui est embêtant qu'on est en train de parler d'une contrainte de capacité. C'est tout à fait important, mais ce n'est pas une contrainte de capacité. Deuxièmement, et c'est peut-être une des erreurs le plus souvent faites, erreur et aussi raison pour ne pas se mettre à la théorie des contraintes, parce qu'on a raté un point fondamental. On peut identifier dans pas mal d'entreprises, là aussi probablement la majorité, deux différents types de ressources, le goulot baladeur et le goulot structurel. Et les gens ont tendance à dire, moi ça m'intéresse la théorie des contraintes, mais mon goulot se déplace sans cesse d'une semaine sur l'autre, etc. Donc je vais appliquer la théorie des contraintes, mais chaque semaine ça sera différent. Okay. C'est une erreur. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est pas les goulots baladeurs. Ces ressources effectivement ont des vagues de travail et deviennent des problèmes ponctuellement, soit parce qu'ils reçoivent plusieurs lots à la fois, donc tout d'un coup ils ont 10 jours de travail à faire, et il y a une grosse file d'attente, et où ils ont des problèmes d'absentéisme, de fiabilité de la machine, de problèmes qualité, etc. Donc ces choses-là, elles existent, on est d'accord. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce que nous cherchons, c'est le goulot structurel, celui qui est là à peu près toute l'année, en tout cas sur une période longue, et qui est masqué justement par les goulots baladeurs. De temps en temps, il va apparaître dans la liste, tiens, le goulot baladeur, c'est lui. Oui, en fin de compte, c'est toujours lui. Et vous ne le voyez pas, parce qu'il y a des grosses vagues de travail qui se promènent à travers le système et qui déportent votre regard ailleurs. Mais le goulot structurel, il est caché par ces goulots. Pardon, le goulot structurel est caché par les goulots baladeurs. Et ce qu'il faut faire, c'est trouver le goulot structurel, celui qui se cache derrière tout ça. Donc ça aussi, ça arrive très très souvent. Pourquoi? Parce que la plupart des entreprises, ça fait longtemps que je le dis, donc en 2020 c'est encore le cas, ont plutôt beaucoup trop d'encours que pas assez. Et donc il y a des grosses vagues d'encours qui se passent avec des gros lots à travers le système. Et ça donne l'apparence d'un système dynamique. Enfin, c'est un système dynamique, mais ce que nous cherchons, c'est ce qui est caché structurellement derrière. C'est une des choses les plus importantes à noter. Ça ne peut pas être normalement un goulot baladeur. Ça fait 1% des entreprises qui ont le droit de dire j'ai un goulot qui se balade vraiment parce que mon carnet de commandes fait que
mais 99% des cas, faites attention, vous vous trompez. Derrière les goulots baladeurs, il y a un goulot structurel qui se cache. Vous l'avez vu à plusieurs reprises dans ces exemples, et c'est vrai que c'est assez vrai. Les gens ont tendance à confondre là où le goulot devrait être et là où il est vraiment. Et donc, ils vont régulièrement, sans trop réfléchir, vous dire que cette belle machine, la plus chère, la plus noble, cœur de métier de mon entreprise, c'est elle la contrainte de capacité. Je n'aurai pas le temps dans ce webinaire-ci de détailler qu'est-ce que c'est, à mon sens, un bon ou un mauvais goulot, mais effectivement, la machine la plus chère, pour rester très simple aujourd'hui, de son entreprise, c'est peut-être la bonne ressource pour avoir, ou la moins mauvaise ressource à avoir comme goulot. Donc effectivement, ça devrait peut-être être le goulot, mais très souvent, ce qu'on découvre, c'est que le goulot est ailleurs, il est beaucoup plus regrettable, beaucoup plus ridicule. Regardez tous les cas que nous avons. C'est donc malheureusement pour nous presque une question de méfiance dès qu'il y a quelqu'un qui nous dit regardez, le goulot il est là et c'est la machine la plus chère et la plus belle. Il y a quand même de très fortes chances que ce ne soit pas le cas. Okay. Donc faites attention à ça si vous pensez que votre ressource la plus cœur de métier, plus belle, plus chère est le goulot. C'est peut-être pas le cas. D'accord. Alors, attention à demander la réponse à l'ordinateur pour de très nombreuses raisons. On l'a vu avec un des exemples, c'est que les systèmes de production, quels qu'ils soient, ont tendance à avoir de plus en plus de choses qui sont indirectes par rapport au direct dans la modélisation de la production. Et toutes ces opérations indirectes sont en général pas gérées de manière capacitaire. On a eu l'exemple tout à l'heure du contrôle qualité. Ça, c'est un point. Deuxièmement, en fin de compte, les chiffres sont quand même très faux. Excusez-moi, mais j'en suis pas à ma première. Quand on vous donne des TRS, même quand on vous donne des temps unitaires dans les gammes, etc., il y a beaucoup d'erreurs dans la qualité des données, et donc l'ordinateur n'en sait rien. D'autant plus que quelque part, on a tordu le système année après année avec la démarche budgétaire, pour faire en sorte qu'au niveau de l'ordinateur, en tout cas, on ne voit pas de gros goulots et ni de gros non-goulots, parce que ça aurait été une erreur de gestion. Bref, on a lentement détruit la capacité de son système de gestion informatique à voir les goulots, parce que en tout cas pour le middle management, c'est une erreur de gestion, n'est-ce pas? Il ne devrait pas y avoir de goulots. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'important. Et je vous l'ai prévenu, je vais aller le dire plusieurs fois, le kicker en bas ici, faites attention, plus de 50% des cas d'entreprises industrielles dans lesquelles nous intervenons aujourd'hui, la contrainte de capacité est le contrôle qualité, ou plutôt la gestion de la qualité au sens large. Ça peut être contrôle qualité, assurance qualité, documentation qualité. La gestion de la qualité en termes opérationnels est très souvent la contrainte de capacité du système, et c'est très mauvais pour la santé. C'est le pire endroit possible et imaginable d'avoir un goulot. N'est-ce pas? Et ça arrive dans 50% des entreprises chez qui nous intervenons. Autre erreur que l'on voit fréquemment, c'est qu'on nous dit que son assemblage est une contrainte de capacité. Et c'est vrai que nous encourageons les entreprises à regarder leur file d'attente pour déterminer où sont les goulots. Et on peut trouver des grosses files d'attente devant les postes d'assemblage, et donc une première hypothèse que ça puisse être la contrainte de capacité. Et quelque part, c'est pas complètement faux, mais il y a une erreur de raisonnement. On n'a pas fait le 5 pourquoi, si vous préférez. C'est-à-dire que si je me permets de faire très simple, de manière très simpliste, dire qu'il y a deux types de chaînes d'assemblage. Certaines qui sont relativement structurées avec des convoyeurs entre les opérations, de nombreuses personnes qui travaillent tous en synchro, etc. On va s'assurer qu'on a un complet conforme avant de lancer des lots en assemblage sur ces lignes. Mais il y a beaucoup plus de postes d'assemblage en petite et moyenne série, où voilà, c'est un poste d'assemblage, les pièces sont amenées, on va travailler dessus et on va faire l'assemblage. Très souvent,
95-99% des cas. L'assemblage, c'est pas la capacité d'assemblage, le nombre de personnes qui savent tenir un tournevis, etc., qui est en train de déterminer le débit, c'est le fléau des manquants. Et donc, c'est ça le problème. Et donc, c'est pas la capacité d'assemblage qui est la contrainte de capacité. Vous avez un problème, soit c'est que quelque part dans votre supply chain, le pilotage des flux, vous avez encore beaucoup trop de manquants. Et en fin de compte, puisque vous faites peut-être pas suffisamment bien le complet conforme, vous lancez des choses avec des manquants auprès de l'assemblage, donc ils essayent, ils en assemblent une partie, puis ils s'arrêtent en disant je ne peux plus continuer. Okay, donc on a des taux d'assemblage pendant le temps pendant lequel les gens assemblent véritablement les produits, qui peut être ridiculement faible, ça peut aller jusqu'à seulement 20%, n'est-ce pas? Le reste du temps, on va chercher les pièces ou on discute de problèmes. Ça peut aussi être des problèmes de non-qualité, défaillance de livrable de l'ingénierie, etc. On a tout sauf que le plan est pas, on ne peut pas l'assembler sans percer un trou supplémentaire, donc il faut appeler le bureau d'études pour savoir comment on fait, parce qu'il y a bien le fil mais il n'y a pas le trou pour faire passer le fil, ce genre de choses. Donc tous les problèmes de non-qualité aussi qui peuvent réduire l'efficacité de l'assemblage. Et une des manières de vous en convaincre, c'est que de temps en temps, votre poste d'assemblage va tomber en marche. Pendant 2 jours, il va tout d'un coup faire des superbes performances. Ça montre ce qu'il est capable de faire en capacitaire, en sprint, parce qu'il avait toutes les pièces. Et l'autre très mauvaise raison de découvrir ça, c'est pour ceux qui souffrent, ce qui est très mauvais pour la santé, de pic de fin de mois, c'est-à-dire que vous vendez, assemblez, vendez, expédiez beaucoup plus dans la dernière semaine d'un mois que les premières semaines. Bah, regardez les performances que vous arrivez à faire ces jours-là, là, en fin de mois, et vous verrez que puisque tout le monde s'est retroussé les manches pour pouvoir faire sortir les produits, à ces moments-là, les postes comme l'assemblage et d'ailleurs ce qui suit, l'emballage et ainsi de suite, sont totalement surcapacitaires. Il n'est pas rare de trouver x4, x6 dans les capacités d'emballage d'une entreprise pour que vous puissiez paniquer en fin de mois ou paniquer pour terminer la commande qui était en retard et la mettre dans le camion. Okay. Petit clicker en bas là au dernier point de ce slide, trop peu appliqué, le principe du complet conforme. Je ne commence pas un assemblage sans avoir toutes les pièces. C'est juste, faut pas tricher avec ça. Dès qu'on commence à tricher, allez, une année plus tard, de toute façon, ça devient la cacophonie et on passe son temps à chasser les manquants et il n'y a plus personne qui travaille. Donc, si vous ne le faites pas, réappliquer le complet conforme de lancement pour les opérations d'assemblage. C'est un leurre que de pouvoir penser que vous pouvez éviter cette règle. Dans les projets, c'est un peu différent parce que dans le monde des projets, on a beaucoup moins de données fiables que dans l'usine. Dans l'usine, au moins, on a des temps unitaires. J'ai dit qu'ils n'étaient pas justes, mais ils ne sont pas complètement faux. Donc on a des modèles de capacité, de charge, etc. Dans le monde des projets, le temps qu'il faut pour accomplir une tâche, de dessiner un plan, de trouver un fournisseur, de faire ceci et cela, on n'en a pas la moindre idée. Donc les données, si elles existent, sont totalement fausses. Okay, et donc la répartition des capacités est encore plus déséquilibrée dans le monde des projets qu'il ne l'est dans le monde physique d'une production. La façon de les trouver demeure la même. Je vous en ai donné quelques exemples. Rechercher la file d'attente. Et le genre de contraintes qu'on trouve ici, excusez-moi si c'est un peu facile pour moi de vous le dire, parce que c'est pas évident d'y trouver la réponse. C'est que les entreprises essayent de développer les produits de demain avec les ressources et capacités d'hier. Donc il y a de plus en plus d'électronique, de software dans votre produit, probablement, même si c'est une brosse à dents. Donc vous allez vous retrouver probablement avec un manque de capacité d'électroniciens, de programmeurs, etc. Et pas de problème de capacité pour le dessinateur mécanique, etc. Donc c'est plutôt les nouveaux métiers qui ont tendance à être les contraintes de capacité dans le monde des projets. Avec une effroyable caractéristique aussi, c'est que les étapes de test des produits sont aussi souvent des contraintes de capacité, que ce soit en développement informatique pur ou dans le développement d'un produit un peu sophistiqué qui doit être testé.
Au moins pour le deuxième cas, des équipements sophistiqués qui doivent être testés, on a la petite excuse que les bandes tests, etc., coûtent des fortunes, donc on n'est pas amplement équipé avec ces équipements de tests coûteux. Dans les tests informatiques, c'est un peu autre chose quand même, c'est plutôt que puisque ça n'intéresse personne, c'est embêtant, c'est moins amusant que de développer du code, de faire des fonctionnalités, etc. C'est le parent pauvre par manque d'attention managériale, et on se retrouve avec des contraintes de capacité au test, ce qui est le pire endroit pour avoir une contrainte de capacité dans ce monde-là. Okay, donc contrôle qualité ou test, vous voyez qu'il y a quand même, excusez-moi de me répéter, mais il y a des choses qu'on voit et qu'on revoit cas après cas de manière impressionnante. Alors pour trouver la contrainte, je l'ai dit, oubliez un peu les données que vous pourriez avoir dans vos systèmes de gestion. C'est, d'où le logo d'ailleurs de Maris Consulting, c'est toute une histoire de mécanique des fluides. Les produits vont naturellement s'entasser devant la contrainte de capacité, n'est-ce pas? Quel que soit votre système de gestion, vos chiffres, etc. Et donc, il faut absolument trouver la plus grosse file d'attente dans votre système, que ce soit dans le monde des projets ou dans le monde de la production. Et si c'est difficile, ça peut parfois être un peu difficile, par exemple dans le monde des projets, il y a une autre approche qui est de se lancer à pousser les flux, à les accélérer, etc. Et regarder ce qui cause les retards les plus fréquents. Et donc là, il faudrait que vous regardiez les nombreuses vidéos qu'on a sur la partie chaîne critique. Dans la chaîne critique, quand on met exécution chaîne critique, on devrait en fin de compte noter pourquoi j'ai pris plus de temps que le temps focus, le temps rapide. Bref, pourquoi j'ai pris du retard. On note pourquoi. Et en regardant, en faisant une analyse Pareto de ces causes, vous allez trouver la ressource. C'est un peu comme ça qu'on l'a trouvé dans le cas de médical que j'ai cité. C'était cette ressource-là qui causait le plus de retard dans l'exécution. Donc voilà, les files d'attente, les mascottes, pareil, il faudrait que vous regardiez les vidéos sur la chaîne critique pour comprendre ce que c'est. Mais la mascotte suit un projet dans un environnement, c'est un gros objet remarquable, comme les photos que vous avez là. Et quand on trouve un troupeau de cochons roses et autres bizarreries devant un poste de travail, devant un bureau d'un expert ou devant un service particulier, c'est une file d'attente conséquente et vous avez probablement trouvé le goulot. Okay. Voilà, c'est effectivement plus facile, enfin, ça dépend un peu du produit, c'est plus difficile dans le monde des projets parce que parfois c'est immatériel complètement, c'est dans les ordinateurs, ou alors c'est des piles de papier, hein, parfois. On peut trouver 5 mois de travail qui représentent une pile de papier comme ça. Mais bon, il faut garder les yeux ouverts. Dans la production de produits physiques, souvent les produits sont de telle taille qu'on les voit. Parfois c'est un peu moins vrai quand vous faites ça dans l'horlogerie, les montres de luxe, etc. Et que c'est des minuscules pièces. Faut avoir le regard aguerri pour savoir que ce que vous cherchez, il est bien là, mais il n'est pas bien gros. Voilà. Mais la logique est toujours la même. On cherche des grosses files d'attente. Et c'est ça absolument à tout moment. Et s'il vous plaît, faites-le pour de vrai, parce que pas plus tard qu'hier après-midi, on avait pourtant formé les gens à ce que je viens de vous expliquer. Et on a dû refaire le test avec eux. On a pris les 4 dernières semaines des files d'attente. Et voilà, c'était un cas d'école pourtant. Et donc, regardez, c'est ça qui va vous permettre de vous remettre en cause. Et c'est ça qui va vous permettre d'éviter les erreurs des 80% des gens. Donc, trouvez vos longues files d'attente, elles sont bien là. Un autre point, si je peux prendre un peu de recul, qui permet pour moi, qui l'ai fait très très souvent, de déceler où sont les contraintes de capacité, c'est que, en fait, quand les gens se trompent, ils ne racontent pas n'importe quoi. Hein. Mais très souvent, c'était le goulot d'il y a 5 ans. C'était avant. C'est une remarque qui était juste, mais qui ne l'est plus. Le monde a changé depuis. Et c'est de là que vient l'erreur. Donc, ils sont en train de décrire l'usine de 5 ans auparavant. Okay. Et donc, moi, très souvent, les gens sont surpris quand je fais des diagnostics. Je leur demande qu'est-ce qui a changé ces dernières années. Est-ce que, voilà, vous avez
Est-ce qu'il y a des nouvelles exigences qualité dans votre métier? Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui a changé? Ah, on a fait une réduction de coût, on est passé de 2.8 à 3.8 sur telle machine. On a rajouté une nouvelle machine, une nouvelle technologie. On a un nouveau management qui a changé ceci ou cela. On a développé une nouvelle ligne de produits. Bref, ce qui a changé. Pourquoi? Parce que c'est en essayant d'adapter les capacités de son organisation à ces changements qu'on s'est trompé en général et qu'on a laissé passer à une ressource surchargée qui est devenue la contrainte de capacité. Donc voilà, posez-vous la question, qu'est-ce qui a changé dans mon entreprise ces 5 dernières années et qu'est-ce que ça a pu avoir comme impact sur les charges des différents métiers et services dans mon organisation, car c'est peut-être celles qui sont naissantes, nouvelles, ou celles chez qui la charge de travail a été multipliée par 2, par 3, que vous allez trouver des contraintes de capacité. Vous en avez vu quelques exemples. Alors, clairement, et c'est de pire en pire d'année en année, je ne regarde pas les données de l'ordinateur, parce que ça... C'est un peu tordu. Je les regarde pour savoir, pour écouter les gens qui parlent de leurs chiffres, pour comprendre en quoi et comment ils ont fait l'erreur. Mais c'est pas pour trouver la contrainte. Typiquement le cas où je vous ai montré où ils avaient 5 machines très chères. Ben voilà, j'ai passé une demi-heure à les écouter devant les écrans où ils montraient ça, comme ça je savais que c'était ce qu'ils percevaient comme la contrainte. Mais pour trouver la contrainte, pour moi c'est toujours en allant sur le terrain et en regardant le flux et en cherchant les grosses files d'attente. Okay. Excusez-moi de me répéter, mais c'est aussi très souvent une des erreurs. Si le goulot est trop beau pour être vrai, méfiez-vous, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre de beaucoup moins visible qui est la contrainte de capacité. Il y a de nombreux exemples dans nos vidéos de cas comme cela. Et ne faites pas, s'il vous plaît, l'erreur de dire ceux-là ils sont mauvais, jamais nous on pourrait faire ce genre de bêtises. Hein, un tout petit truc dans un coin, soit la contrainte de capacité de l'usine, ça arrive tellement souvent que c'est pas drôle. Donc, je répète, si vous êtes en train de me dire que votre ressource la plus chère est la contrainte de capacité, il y a quand même de fortes chances que vous vous trompez. Excusez-moi de me répéter, mais c'est fait exprès. Alors, si vous avez l'impression que de vous avoir fait un peu peur, est-ce que je vais trouver avec tout ce qu'il me dit, puisque je peux faire des erreurs comme ça, des erreurs comme ça, des erreurs comme ça, est-ce que je vais être capable de les trouver? C'est pas bien grave, et surtout faut pas prendre un complexe par rapport à moi qui l'ai fait donc plus de 200 fois. C'est vrai que moi je renifle, et mes équipes aussi, on a plein de réflexes qui font qu'on va les trouver très vite. Vous, si c'est votre première fois, ça va vous prendre 10 fois plus longtemps, c'est normal. Okay, et vous allez probablement vous tromper à de plusieurs reprises avant de trouver le bon. Et ça non plus, c'est pas grave. Parce que normalement, une fois que vous avez une hypothèse, je pense que c'est cette ressource-là qui est le boulot. Normalement, en vérifiant cette hypothèse-là, vous allez très vite savoir si vous avez vu juste ou pas. Parce que si c'est le vrai boulot, tout d'un coup, vous allez redécouvrir votre entreprise, parce qu'effectivement, elle est en train de sévir de manière particulière partout. Vous ne saviez pas que c'était elle, donc vous n'aviez pas cherché à faire des corrélations entre cette ressource et la performance de l'usine. Okay, donc nous, on trouve des ressources, c'est là-bas. Ah ouais, là-bas, ben jamais j'aurais cru que c'était là. Ben regardez, le mois dernier, il y a eu une grosse panne dans ce service. Ils ont produit beaucoup moins. Quel a été le chiffre d'affaires de l'usine? Ah, bah oui, c'est bizarre. Il a chuté exactement comme la productivité de cet atelier. Donc on devrait pouvoir s'expliquer plein de choses qui se passent dans son organisation à partir du boulot identifié. On a des produits différents, avec des gammes différentes. Il y a un produit qui doit passer 3 fois par le goulot par rapport aux autres qui ne passent pas ou qui passent une fois sur le goulot. Bah, comme par hasard, c'est les produits qui doivent passer 3 fois par le goulot. On a un mal fou à les terminer à l'heure. Bah oui, parce que 3 fois il a pris la file d'attente. Ce genre de choses. Donc, une fois que vous avez l'hypothèse que c'est telle ressource, faites de la simulation mentale. Dites-moi, si c'est le cas, probablement ça veut dire que là-bas je vais avoir un problème. Ah oui, j'ai ça. Etc. Donc vraiment, une fois que vous l'avez identifié correctement, vous n'aurez probablement aucun doute parce que ça va vous expliquer plein de choses que vous ne compreniez pas de votre entreprise. Parce que elle était cachée, vous ne l'avez pas vue.
Et ce sera normalement un moment intéressant pour vous, vous expliquer plein de choses. D'accord. Voilà. Alors, juste un petit mot sur les files d'attente. Principale règle pour les trouver, les plus grosses files d'attente. Okay, quelques petites mises en garde sur les subtilités d'analyse de files d'attente. Alors, il y a une raison d'avoir il y a des bonnes et des mauvaises raisons d'avoir des files d'attente, ou plutôt des encours. C'est bien les files d'attente qu'on cherche, mais pas nécessairement les encours. Je m'explique, pas plus tard qu'hier, on était en train de mettre en œuvre ceci dans une entreprise dont les produits ont à un moment donné une étape d'imprégnation de leurs produits avec de l'huile. Entre sécher le produit, faire l'imprégnation, etc., ça prend quasiment une semaine de gamme, et ça c'est normal. C'est un processus lent dans la technologie qu'ils utilisent. Okay, donc il est parfaitement normal qu'à ce stade de leur flux, ils aient une semaine d'encours, puisqu'ils sont en train de travailler dessus, c'est dans les machines. Okay, donc normalement, si vous avez des étapes de processus avec des temps longs, de plusieurs heures, de plusieurs jours, plusieurs semaines, ça existe, il faut soustraire ces temps-là de votre analyse des files d'attente, parce que ça c'est des files d'attente normales, ou c'est même pas des files d'attente, c'est un temps d'attente, ou un temps de séjour à tel endroit qui est tout à fait légitime, même obligatoire techniquement parlant. Donc ceux-là, on peut les extraire. C'est seulement vrai de ceux qui ont des longs temps, hein, mais ça existe. L'autre chose, c'est faites attention à la différence entre les rochers et l'eau. Excusez-moi, on est tous des ingénieurs chez nous et donc on ne dessine pas très bien. Là, c'est des rochers, le bleu foncé, c'est des rochers dans un réservoir, parce que vous avez dû comprendre maintenant que je suis incapable de parler de quoi que ce soit sans dessiner des cuves. Et si on a dans un système des encours qui sont en réalité plus ou moins morts, en tout cas en mauvaise santé, il faut les extraire aussi des encours. Les surfaces que vous avez dans ce schéma, hein, avec le vert clair, je répète, c'est l'encours, l'eau, ce qui va être vendu, d'accord, et en bonne santé, et le bleu foncé, qui était également compté dans les encours, mais qui connaissaient des problèmes qualité, ils devaient être retravaillés, ils attendaient quelque chose, etc. Les proportions qui sont là sont les vraies, c'est-à-dire qu'il y avait la moitié de l'encours qui en fin de compte était malade ou mort. Il fallait enlever ça du calcul de l'encours, parce que ces choses-là ne faisaient pas vraiment partie du flux, c'était juste le cimetière de l'usine, mais bon, cimetière dans les encours. Hein. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça arrive dans les proportions. Vous voyez là, étonnante, c'est une entreprise tout à fait honorable et performante. Voilà. Donc il faut également faire attention quand vous faites votre analyse de bien réfléchir à l'ensemble de votre supply chain. Avec les exemples et dans les discours, là, j'ai essentiellement parlé de cas où le goulot était dans ces quatre murs. Okay, mais il se peut, on a eu ça assez régulièrement aussi, où votre contrainte de capacité n'est même pas chez vous, elle est chez un sous-traitant. Dans le flux, vous devez aller faire des choses comme des traitements de surface sophistiqués ou des contrôles non destructifs sophistiqués, etc. La pièce part et revient. Peut-être que la contrainte de capacité est chez votre partenaire, sous-traitant, etc. Ça peut arriver. C'est bien sûr malsain quelque part, parce que votre contrainte n'est pas chez vous. Mais ça peut arriver. Donc normalement, votre analyse devrait être globale sur votre flux, même les produits qui vont qui quittent l'usine pour revenir plus tard, n'est-ce pas? Voilà quelles sont les règles d'identification, les pièges à éviter, je considère, c'était le titre et le pitch pour vous convaincre de venir écouter cette présentation. Quelque part, c'est une très bonne nouvelle, parce que statistiquement, là, vous êtes plus d'une centaine, dans 80% d'entre vous, vous vous trompez, vous vous trompiez. On en saura peut-être plus dans les discussions tout à l'heure, d'où est la contrainte. Et donc, tout d'un coup, vous découvrez qu'elle est là, que parce que vous ne saviez pas que c'était la contrainte, elle a été maltraitée, elle n'a pas reçu beaucoup d'attention managériale de vous-même, du comité de direction, etc.
Et donc vous allez voir que juste en allant la trouver, en allant se focaliser dessus et en appliquant la deuxième étape de la théorie des contraintes, donc exploiter, vous allez pouvoir la faire produire au moins 50% de plus. Okay, parce que c'était une ressource, un citoyen de deuxième classe quelque part, en tout cas pas vu comme quelque chose de très important. Et donc normalement, vous allez pouvoir augmenter votre efficacité globale, puisque c'est le goulot dont on parle, de manière spectaculaire, rapide, sans investissement. C'est pour ça que je me prétends que c'est une très bonne nouvelle, que jusqu'ici vous vous trompiez, parce que maintenant si vous arrêtez de vous tromper, vous allez pouvoir faire des étincelles de performance. L'autre bonne chose normalement si vous faites ça, c'est que ça va réduire le risque que vous surutilisiez des non-contraintes, car comme je vous l'ai dit, faites attention, une des parties les plus subtiles de la théorie des contraintes, c'est pas juste trouver le goulot et lui faire produire plus, c'est apprendre à ne pas suremployer, surutiliser, suractiver les non-goulots. Parce que si vous faites ça, vous vous retrouvez avec beaucoup d'encours, n'est-ce pas? En grande partie, le discours que nous tenons auprès de nos clients quand on met en œuvre un changement, j'hésite à savoir si je suis en train de parler de Lean ou de théorie des contraintes, parce que les deux auraient dit la même chose, on a de l'encours juste pour que les gens puissent faire semblant de travailler partout, puisque c'est ça que vous pensiez qu'était la vie, n'est-ce pas, à travers votre budget, puisque vous êtes mentis tous, il faut que tout le monde ait l'air occupé. La façon la plus facile d'avoir l'air occupé, c'est d'avoir plein d'encours autour de soi, même si on est dans le boulot. Après, on ralentit. Okay, l'encours ne croît pas jusqu'à l'infini, n'est-ce pas, dans une entreprise. Regardez bien le schéma et réfléchissez-y. Le logo de Maris Consulting, ça s'arrête à un certain niveau. L'eau ne déborde pas. Les gens, à un moment donné, ils ont assez d'encours autour d'eux sur les non-goulots, et ça s'arrête là. Et comment est-ce que c'est possible? Parce qu'ils ont ralenti au rythme du goulot déjà. Okay, donc, je répète, il y a beaucoup d'encours, en particulier avant le boulot, pour que les gens puissent faire semblant de travailler. C'est pas qu'ils percent des trous, hein. Ils attendent que vous venez, attention, le chef arrive, perce des trous. Et c'est facile à dire qu'ils sont occupés parce qu'ils sont entourés par un monceau d'encours. Hein. C'est ça le haut du logo de Maris Consulting. Hein. Faites attention. Donc il y a deux choses, hein. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Je vais pouvoir produire plus, améliorer le débit de sortie, le chiffre d'affaires, la productivité globale, etc. D'un côté. Et deux, j'espère vous aider à mieux gérer vos non-goulots en évitant de noyer votre usine dans des encours, juste pour que tout le monde puisse faire semblant de travailler. Voilà. Alors, il y a un autre point, parce que j'ai présenté, cette présentation a été surtout à discuter des contraintes de capacité qui déterminent la capacité de l'entreprise à gagner plus d'argent maintenant, bref, dans l'exécution de son carnet de commandes, dans son usine, dans sa production. Et pourtant, à mon sens en tout cas, c'est comme ça que nous présentons la théorie des contraintes, il y a probablement deux contraintes dans une entreprise simultanément. Il y a la contrainte qui détermine le chiffre d'affaires dans les opérations, okay, et il y a une contrainte qui détermine l'argent que vous allez gagner dans le futur, qui elle est dans votre capacité à préparer votre avenir, développer des nouveaux produits, faire des évolutions stratégiques, etc. Et donc très souvent vous allez avoir deux contraintes, une sur le premier sujet et une sur le deuxième. Aujourd'hui je me suis concentré sur la première essentiellement. Sachez que les mêmes remarques auraient pu être appliquées aux contraintes qui déterminent la capacité de construire le futur. Et c'est tout aussi important. Mais déjà, j'espère que ça c'est suffisamment intéressant sur comment gagner de l'argent tout de suite, beaucoup plus. Et j'y ai fait allusion, mais c'est pas possible en une heure de détailler ça. Pour nous, à un moment donné, vous devriez vous poser la question dans la théorie des contraintes de quelle est ma moins mauvaise contrainte dans le système. Vous verrez diverses vidéos à ce sujet sur YouTube et notre site internet, etc. Ok. Voilà, et j'en ai fini. Nous, la bonne nouvelle, c'est qu'un des impacts de la pandémie actuelle, c'est qu'on s'est mis en travail à distance, en télétravail, c'est-à-dire qu'on reste à la maison et on regarde la télé. On s'est mis à faire des webinars, on y a pris goût, donc on en fait à peu près un par semaine. Le programme des suivants n'est pas encore publié, mais il le sera très prochainement. On va notamment demander à plusieurs de nos clients d'animer des webinars pour qu'ils expliquent d'eux-mêmes ce qui s'est passé, parce que je répète,
toujours avoir en tête que puisque je suis un horrible consultant, je mens et j'exagère tout le temps. Donc on va demander à quelques clients de témoigner dans les suivants. Et puis il y a toutes les vidéos YouTube. Ce webinaire-ci sera disponible en replay dans une semaine à peu près. Et puis voilà. Si vous voulez aller plus loin, on fait aussi de nombreuses formations sur ces sujets-ci qui sont pour l'instant tous programmés en ligne du fait des confinements, etc. Et qui probablement plus tard seront aussi proposés en présentiel dans nos zolis locaux de la Tour Montparnasse. Okay. Et ça m'étonne énormément parce que voilà, je suis trop vieux, je ne sais pas. Nous, notre business a complètement continué, mais complètement à distance. Donc, je fais des choses étonnantes. Nous faisons, mon équipe fait des interventions à distance, même le diagnostic d'une entreprise. Donc, tout à l'heure, j'étais en train de visiter une usine par webcam interposée. Vous pouvez regarder là, c'est quoi là-bas, etc. Donc, voilà, tout ça, ça continue. Et c'est assez étonnant parce que c'est un regret parce que la chose que je préfère parmi tout, c'est de perdre mon temps dans les ateliers d'un métier que je ne connais pas, mais là je le fais par webcam interposée. Voilà. Donc j'en ai fini de mon monologue.